Bien, la séance est ouverte. Il est 18 h, la séance est ouverte. Mademoiselle Mendes, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Voulez-vous procéder à l'appel? Oui, monsieur le maire. Oui. Je vous remercie. Monsieur Gérard Trémège. Monsieur François-Xavier Brunet. Madame André Doubrère. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Marie-Antoinette Cassandre-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Présent. Madame Myriam Mendes, présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logini. Madame Nathalie Suzac. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Tréquet. Monsieur Eugène Pourchier. Présent. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassan. Madame Delphine Poy-Girardot. Monsieur Sébastien Cojol. Madame Caroline Tonon. Madame Inde Amri. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elipe. Madame Michel Fambaran. Monsieur Laurent Dubouix. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Monsieur Dominique Montama. Bien. Je vous précise, chers collègues, que les tableaux récapitulatifs de désignation dans les commissions municipales et divers organismes vous seront envoyés à tous les conseillers municipaux dans les jours qui viennent. L'ordre du jour concerne en premier lieu le compte-rendu des décisions prises par le maire. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions ? Je vous écoute. Bonsoir tout le monde. Oui, concernant les décisions numéro 3 et 4, c'est les montants du conseil juridique, là, toujours sur cette histoire-là de délégation de services publics, chauffage au bois et tout. On était déjà d'ailleurs intervenu lors d'un précédent conseil municipal. Pour une affaire comme ça qui a capoté, ça commence à faire un peu beaucoup, non? Ces conseils, ça s'explique, c'est légitime, ces prix de conseil qu'on paye là, ça fait beaucoup. Je ne comprends pas la question. La question, vous portez un jugement, quelle est la question? Eh bien, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on va en sortir par le haut de cette histoire pour une délégation qui a été cassée, qui a accouché dans la douleur et négativement, et qui commence à nous coûter très cher, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez du point numéro 4 dans les décisions? Oui, les 3 et 4. 3 et 4. Oui. Donc, vous voulez savoir quoi? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter et est-ce qu'on va payer longtemps? Non, ça s'arrête maintenant, puisque nous avons décidé, vous le verrez tout à l'heure, puisqu'il y aura une délibération soumise à votre approbation, nous avons décidé de ne pas donner suite. Ah non, c'est pas aujourd'hui. Au prochain conseil municipal, pardon. Au prochain conseil municipal, il y aura une délibération qui nous permettra officiellement de mettre un terme à cet engagement. Voilà. Donc non, il n'y aura plus de dépenses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allez-y. Sur la numéro 8, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel contexte on se retrouve pour qu'on accepte qu'un agent administratif représente la ville? Est-ce que c'est un sujet qui lui est personnel ou est-ce que c'est vraiment la représentation de la ville? Auquel cas, c'est peut-être surprenant que ce soit un agent administratif qui joue ce rôle. Je ne sais pas de quelle affaire il s'agit. Non, c'est des dégâts sur la voie publique par une voiture. Donc c'est un contentieux entre le propriétaire de la voiture et nos services. Et c'est effectivement M. Virich Darol qui nous représente sur ce genre d'affaires régulièrement. D'autres questions?
Oui. Il n'y a pas besoin d'avocat, en fait. Donc, on peut se représenter nous-mêmes. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ben, allez-y. Et oui, j'attends que vous me demandiez s'il y en a d'autres. J'attends les réponses les unes après les autres. Donc sur le point numéro 16, est-ce qu'on pourrait connaître, on l'avait déjà demandé d'ailleurs, mais ça a été sans réponse à ce jour, l'évolution du mètre cube d'eau, de son prix sur les 10 dernières années? Ça pourrait nous être transmis un jour ou l'autre? Je suis désolé, vous l'avez demandé, ça vous a été communiqué? Non. Si. Ah, Monsieur Caillot? Pas à ma connaissance. Il y a une personne, effectivement, qui est venue courant du mois de mars. On lui a donné les éléments fin mars. Mais effectivement, nous n'avons pas adressé à l'opposition le document. Mais si vous le souhaitez, monsieur le maire, on l'adressera. C'était un particulier. Ah bon, d'accord. Je souhaite qu'on réponde, qu'on leur donne également, puisque ça a été fait. Ensuite. Oui, peut-être le point 18 aussi. C'est comment se fait-il que... Alors c'est peut-être une très bonne chose, mais là c'est purement informatif. Hein. Comment ça se fait que donc on va signer une convention de partenariat avec la ville de Bordère pour qu'elle nous mette à disposition une aire de jeu et puis en fait tout ce qui est stipulé, là, un terrain de rugby éclairé, les vestiaires et tout, ça laisserait sous-entendre qu'on n'est pas assez équipé ou c'est quoi? C'est un partenariat classique? C'est exact. Nous avons fait faire... il y a quelques années maintenant, au moins 3 ou 4 ans, en 2010, voilà, merci, un diagnostic des infrastructures sportives au niveau de l'agglomération qui a mis en évidence des besoins que la communauté d'agglomération en partie est en train de satisfaire et qui a mis en évidence des besoins en matière de plaine de grands jeux. Et j'avais proposé à l'époque, pour satisfaire ces besoins, que nous puissions, conseil communautaire, répondre à ces besoins en nous engageant dans la réalisation de nouveaux terrains de grands jeux. Et le diagnostic avait identifié des terrains disponibles au nord de la ville de Tarbes, en l'occurrence sur la commune de Bordère. S'agissant de la commune de Bordère, il y a eu une levée de bouclier qui a fait qu'on n'a pas donné suite. Comme nous avons besoin, pour nos clubs, d'infrastructures, entraînement, etc., nous passons une convention avec la commune de Bordère, comme le prévoit le conseil communautaire, où des installations sportives sont communautaires, intercommunales, ou elles sont communales, ou elles sont d'intérêt supracommunal, en l'occurrence, et il a été décidé que ces investissements de la commune de Bordère sont d'intérêt supracommunal, ce qui fait qu'ils ont bénéficié d'un accompagnement financier de la communauté d'agglomération et que, par voie de conséquence, il y a une convention qui permettra à nos clubs de pouvoir utiliser ces installations à certains jours, à certaines heures, tout simplement. Oui, nous manquons de plaine, de terrains de grands jeux sur la ville de Tarbes. D'accord, merci. D'autres questions, M. Montoya, vous aviez levé la main? Non, c'était... Peut-être une dernière? La dernière, allez-y. Le dernier point, d'ailleurs, le 21. D'ajouter à l'article 1 de la décision créatrice de la régie archive ancienne du 24, je vous passe les détails, et de rajouter et encaissement de la participation de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes. C'est pas quelque chose de nouveau. Comment ça se fait qu'on le rajoute maintenant? Comment faisions-nous avant? Monsieur Caillot. C'est-à-dire, lorsque nous avons réalisé les archives municipales, parallèlement, le Grand Tarbes avait de gros problèmes d'archives. Nous avons profité pour passer une convention avec le Grand Tarbes et les archives municipales. Et effectivement, il y a un coût au mètre linéaire d'archives, puisque ça induit des coûts de fonctionnement en personnel et en charges diverses. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur ces décisions prises par le maire? Bien. Je vous propose de passer au point suivant. Je voudrais d'abord vous préciser que la délibération numéro 4, indemnité de fonction des titulaires de mandats locaux, est représentée à l'approbation des conseillers municipaux, car lors du dernier conseil municipal, nous avons échangé sur ce sujet,
mais pris par le débat, j'ai oublié de faire voter l'Assemblée. Et donc, nous allons rectifier cette omission. Je vous demande s'il y a des remarques sur le procès-verbal des séances du 17 février et du 28 mars dernier. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Vous êtes d'accord pour approuver ces procès-verbaux? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Ils sont approuvés. Nous passons au point suivant. Il s'agit de l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée municipale. Alors, à cet égard, je voudrais vous dire, m'adressant à l'opposition, puisque je constate que finalement l'opposition constitue un groupe, qu'on m'a remis tout à l'heure, nous sommes le 22 avril, tout à l'heure, une lettre qui est datée du 9 avril. On me l'a remise tout à l'heure, cet après-midi. Donc, vous comprendrez que, l'ayant reçu tout à l'heure, je n'ai pas pu y répondre. Néanmoins, comme cela concerne le règlement intérieur et les moyens des groupes, je propose à l'Assemblée d'adopter le règlement intérieur tel qu'il vous a été proposé, comme ce fut le cas en 2008, même si ensuite il y a eu des adaptations qui ont permis une évolution. Pour l'instant, je souhaite qu'il soit adopté tel qu'il est présenté. Voilà. Vous avez la parole. Qui souhaite intervenir? Monsieur Lagonel. Oui, ce règlement intérieur pose un petit problème pour la diversité de la représentation. Comme vous le savez, en fonction de la loi électorale, l'opposition à Tarbes ne peut pas espérer avoir plus de 9 ou 10 sièges, puisque même si l'opposition réalisait 49,99% des voix aux élections municipales, elle n'aurait au maximum que 10 sièges. Donc avec le règlement intérieur que nous avons, on ne peut valablement représenter la diversité de l'opposition qu'au maximum avec 2 groupes, c'est-à-dire 2 fois 5. Il se trouve que nous sommes 9, que nous sommes issus de 3 listes électorales. Donc avec le règlement intérieur que nous avons, il est tout à fait impossible de s'organiser en représentant la diversité de l'opposition. C'est pour ça que je vous fais la proposition, Monsieur le maire, qu'un groupe puisse être constitué à partir de 2 personnes. Cela permettra pour aujourd'hui et pour demain d'avoir des groupes qui correspondent à la réalité de la diversité de l'opposition. Y a-t-il d'autres remarques? Madame Vieux. Moi, mes remarques, elles sont plus globales. C'est-à-dire que je trouve qu'on arrive avec un projet de règlement intérieur qui est à quelque chose près, le projet de règlement intérieur, vous l'avez dit vous-même, qui avait été voté il y a 6 ans, et que peut-être faudrait-il s'interroger sur ce qui a bougé depuis 6 ans et sur la manière dont on a un règlement intérieur qui mobilise le plus la vie municipale. Alors d'abord, je voudrais faire une remarque de fond et de forme. C'est que je trouve par exemple que le côté participatif et citoyen de ce qui fournit les réunions du conseil municipal est très peu développé. Je prendrai un simple exemple. On a un certain nombre d'institutions ou collectivités qui mettent en place ce qu'on appelle le droit de pétition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une question est portée par un nombre important d'habitants, de population, eh bien, cette question peut être prise en compte dans le déroulement d'une assemblée et dans ce qui est porté en termes de délibération. Dans l'actualité, par exemple, ça voudrait dire qu'on est en train d'examiner la carte scolaire et qu'il pourrait y avoir eh bien, des acteurs de l'école qui voudraient être entendus et participer d'un débat. Je trouve que le cadre, par exemple, de ce règlement intérieur ne le permet pas. Et je trouve plus généralement que l'aller-retour entre les élus et ce qu'est la société tarbaise est peu développé et je trouve que ça aurait mérité peut-être qu'on l'alimente de ce point de vue-là. De la même manière, il est vrai que tout ce règlement intérieur vit autour du maire, hein, il faut le dire, est assez personnalisé dans ce qu'il donne. Je prends un exemple. Dans l'article 26,
on fait appel à la participation de personnes qualifiées aux commissions municipales. Ça a été déjà le cas d'ailleurs, hein, lors du dernier mandat, par exemple, quand on a parlé des caméras de surveillance ou encore quand on a parlé de la délégation de services publics chauffage bois. J'aimerais qu'il soit entendu, quand on fait appel à des experts, eh bien qu'on puisse faire appel à des experts qui portent parfois des délibérations ou en tout cas des avis contradictoires, de manière à ce que l'Assemblée puisse délibérer en toute connaissance de cause. L'Assemblée délibère politiquement, mais c'est vrai qu'il est parfois utile d'avoir des éléments qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui font appel à des techniques et autres. Voilà. Toute dernière chose, en effet, c'est ce que vient de dire Pierre Lagonel, c'est que je crois qu'il est une différence avec 2008, c'est qu'on a une opposition, certes, mais une opposition qui est la fédération de plusieurs composantes, à la fois de la gauche et au-delà de la gauche, avec une véritable diversité d'expression et une véritable diversité de militantisme. Donc à partir de là, il est tout à fait légitime que tout en étant une opposition, nous voulions exister chacun pour ce qu'on est. Donc le règlement intérieur aujourd'hui prévoit la constitution d'un groupe à partir de 5 personnes. Nous vous avons envoyé un courrier pour vous faire part de notre motivation de nous voir pris en compte dans la diversité de ce que nous sommes. Si ce courrier arrive trop tard pour être examiné aujourd'hui, ce que nous comprenons très bien, nous aimerions que le chapitre qui a trait à l'opposition et à la diversité de la vie municipale soit suspendu du règlement intérieur et que nous puissions en discuter en toute quiétude, en toute sérénité. Et je pense que ça ne fera pas mal à la vie municipale que l'opposition puisse vivre complètement et de manière très démocratique et publique, dans sa diversité. Y a-t-il d'autres interventions, Madame Pham? Oui, Monsieur le maire. Je vais dans le sens des 2 interventions précédentes. Je rajouterai juste que lors de votre discours, lors du premier conseil municipal, vous nous avez parlé effectivement d'opposition constructive. Pour mener une opposition constructive, il nous faut aussi des moyens. Je vois que vous avez augmenté le nombre d'élus de la majorité, plus un adjoint, plus de conseillers municipaux délégués. Et en parallèle, par rapport au dernier mandat, nous avons moins de moyens. Donc, comme mes collègues, je demande à ce qu'on puisse revoir cette situation. Monsieur Montoya, si c'est pour dire la même chose que Madame Vieux ou Monsieur Palma, la même chose que Madame Pham, mettez-vous d'accord, s'il vous plaît, pour éviter que chacun intervienne. Monsieur Montoya, je vous en prie. Oui, moi, Monsieur le maire, à mon avis, il serait plus judicieux de discuter d'un règlement intérieur, de le discuter ensemble. Parce qu'un règlement intérieur qui est imposé, ce n'est plus tout à fait un règlement intérieur. Il faut qu'il y ait le consentement des différentes parties. Or, vous voulez procéder à un vote pour nous imposer un texte au travers duquel, d'ailleurs, qu'on ne peut même pas amender, sur lequel on ne peut même pas participer. Je trouve qu'il y a une différence entre règlement et diktat, et j'ose espérer que vous ne procédiez pas du diktat. Merci. Je souhaiterais moi aussi intervenir sur ce sujet et je souhaiterais faire référence à ce que j'ai entendu de la part du maire de Tarbes à l'occasion du dernier conseil municipal. Et je parle donc pour l'ensemble des conseillers et j'ai entendu moi ceci, dites-moi si vous avez entendu la même chose. Le maire a indiqué qu'il y aurait 3 éventualités. Première éventualité, on laisse le règlement intérieur en l'état, donc il est maintenu. Deuxième éventualité, on modifie le règlement intérieur. Troisième éventualité, on accordera un certain nombre de dérogations à ce règlement intérieur. Aujourd'hui, vous nous proposez de voter le règlement intérieur. Pourquoi pas? Mais ce qu'il faudrait que nous sachions,
c'est quelques indications sur le calendrier. Ce règlement intérieur, il va fonctionner combien de temps? À partir de quel moment vous allez nous dire voici les moyens qu'il est possible de donner à l'opposition? Et si vous dites je vous donnerai ma réponse dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, évidemment, hein, ça sera complètement inacceptable. Donc si vous avez un calendrier qui est acceptable, qui est assez resserré, dites-nous-le. Dites-nous à partir de quel moment hein, vous allez enfin vous pencher sur le respect du fonctionnement démocratique de ce conseil municipal et donner des droits à l'opposition. Ça existe, je vous signale, dans la quasi-totalité de toutes les communes de France. Bien, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur le sujet? Non. Bon. Alors, je vais répondre d'abord à Marie-Pierre Vieux en lui disant que s'il y a des propositions concernant le droit de pétition, d'autres choses, etc., vous pouvez les formuler par écrit, on les examinera, et puis il n'est pas exclu que dans l'avenir, nous procédions à des amendements de ce règlement intérieur. Pourquoi pas? Donc faites des propositions et nous aviserons. Il y a une phrase dans ce règlement intérieur qui vous a échappé tous. Je vais vous la lire quand même. Les locaux mis à disposition ne sauront en aucun cas être destinés à une permanence de parti. Or, l'expérience récente nous a prouvé que certains de ces locaux servaient pour servir les intérêts de certains partis ou de certains hommes politiques qui ne siégeaient d'ailleurs même plus ici au conseil municipal. Si vous voulez des précisions, je les donnerai. Si vous les voulez, je vais vous dire que je considère comme particulièrement anormal que Mme Gaillanou, qui était la secrétaire du groupe socialiste, travaillait pour M. Gavani, parlementaire. Et tout ça payé par la mairie de Tarbes. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. De même que je ne peux pas accepter que les locaux et les moyens humains mis à disposition des groupes au sein du conseil municipal servent de structure, de propagande pour des partis politiques. Donc je suis désolé, revenez sur cette phrase et réfléchissez-y un peu. L'opposition constructive. Ah oui, j'ai appelé une opposition constructive. Mais j'ai en face de moi une opposition qui vient de faire perdre à la ville-préfecture la prépondérance qu'elle avait au sein du Grand Tarbes, qui nous permettait ainsi de faire jouer les synergies entre la ville-préfecture et la communauté d'agglomération. Ça s'appelle communauté. Et il y avait des moyens communs qui étaient mis à disposition de la communauté par la ville-préfecture. Donc si ça, c'est une opposition constructive, vous me permettrez, il faudra que je réapprenne ce que veut dire opposition constructive. Ensuite, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît, ensuite, je me souviens, quand je siégeais ici, là, à côté de Jean Journet, nous étions 10, nous avions un local et une secrétaire, qui était, comment s'appelait-elle? Sylvie Lafaille, une secrétaire. On était 10, on avait une secrétaire. Oui. Nous étions 10, nous avions une secrétaire. Monsieur Montoya, je vous trouve vraiment gonflé aujourd'hui de faire cette intervention, alors que, à l'époque, vous étiez adjoint au maire, et ça ne vous gênait pas que l'opposition siège à 10 avec une secrétaire et un local. Aujourd'hui, j'ai la démonstration qu'il y a un groupe d'opposition. Vous êtes 9. Vous êtes 9, il y a un groupe d'opposition, vous aurez un local et une secrétaire. Et quant à la réponse à M. Palmade, nous verrons plus tard. Si l'opposition est constructive, eh bien, je ferai en sorte qu'il y ait une collaboration constructive. Voilà, nous passons au vote. Qui est contre ce règlement intérieur? Vous le manifestez en levant la main. Ceux qui sont contre le manifestent en levant la main. Parfait. Ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Il est adopté. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Monsieur Trémège, l'opposition, elle est de gauche. Hein. Être constructive, ce n'est pas voter UMP et vous élire président du Grand Tarbes. Vous pouvez tout nous demander, mais pas ça, monsieur Trémège. Vous n'avez rien compris au Grand Tarbes, madame. Excusez-moi. Quand je présidais le Grand Tarbes, ce n'était pas un Grand Tarbes UMP. Alors que, la preuve, c'est qu'une majorité en a décidé autrement.
Ah, pardon. C'est un sujet qui a été abordé lors du dernier Conseil, indemnité de fonction des titulaires de mandats locaux. Je précise qu'il y a des questions qui ont été posées, je vais y répondre, à l'époque, qu'il n'y a pas de modification par rapport à l'échange que nous avons eu sur ce sujet. Vous vouliez savoir quelles étaient les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Je vous prie de m'excuser, moi j'avais donné le montant de mon indemnité que je n'avais pas regardé depuis quelque temps. Cette indemnité s'élève à 1 547,36 €, retenue à la source déduite. L'indemnité moyenne pour un adjoint au maire est de 1 489,18 €. L'indemnité moyenne pour un conseiller délégué de 1 081,13 €. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Madame Fabre. Oui, monsieur le maire. Ce qui nous intéresserait, bon, vous faites avec la retenue à la source, d'accord, mais ce qui nous intéresserait, c'est plutôt ce que dépense la ville par rapport à l'indemnité de maire. Donc il me semble qu'on se rapproche plutôt des 3 500 €, non? Pour les adjoints? En tant que maire. Parce que quand vous dites l'indemnité à la source, oui, évidemment, ça va dépendre des revenus des uns et des autres. Donc, en fonction des revenus... Non. Non, c'est un taux et point final. Monsieur Lagonel. Non. Écoutez, monsieur, moi je ne comprends pas pourquoi vous avez cette gêne. Les élus passent du temps dans leurs fonctions. Nous, quand on regarde, c'est très simple. Il y a un barème qui est donné. En gros, un conseiller municipal délégué, il a une indemnité de 1 200 €. Un adjoint au maire, 1 800 €. Et le maire, 4 500. Si? Non. Non, ça c'est le maximum. C'est le maximum qui pourrait être attribué au maire. Ce n'est pas le cas ici. C'est ce qui ressort du barème qui est indiqué là. Donc je ne vois pas pourquoi vous avez... Mais ce n'est pas le barème qui est retenu ici. Ben, c'est celui que vous nous demandez de maximale, voter. Je suis désolé. C'est le barème que vous demandez de voter. Non, monsieur. Si, tout à fait. Quel est le montant de... Vous demandez 123% de l'indemnité. Eh bien, je suis désolé, c'est le maximum qui n'est pas appliqué. Je voudrais qu'on dise à combien aujourd'hui, et sans changement, est l'indemnité du maire. Puisque si un adjoint touche 48%, si un adjoint par exemple a 1 800 € avec 48% de l'indemnité de base, vous êtes à 123. Donc il suffit de multiplier par 3 et vous êtes minimum au moins à 4 000 €. Non. Donc je ne comprends pas. Donnerai, si vous voulez, je donnerai le montant de mon indemnité brute, de ma retenue à la source et de l'indemnité nette qui s'élève à 1 546,36 €. Non, mais ce chiffre est farfelu. Écoutez, monsieur Lagonel, s'il vous plaît, est-ce que tu peux aller chercher dans mon bureau ma sacoche qui est par terre? S'il vous plaît, je vous demande d'être un peu respectueux de ce qui se dit ici. Hein. Je suis respectueux, vous nous demandez de voter. Non, monsieur. Vous nous demandez de voter un texte. Monsieur Lagonel, c'est bon. Merci. Il y a deux questions. Je n'arrive pas à comprendre votre mode de calcul. Les indemnités sont fixées par rapport à une indemnité de base et cette indemnité de base à l'indice 1015 vaut pour toutes les indemnités, quelles qu'elles soient. Que l'on soit conseiller régional, que l'on soit conseiller général, que l'on soit maire, que l'on soit adjoint. Vous nous dites, par rapport à l'indemnité de base 1015, moi je vais percevoir 123%. Et ça me donnera 1547. Mettons 1500. Mais ça c'est faux. Les adjoints, par rapport à cette indemnité de base de 1015, ils reçoivent quant à eux 1498. J'arrondis à 1500. Autrement dit, il y a les mêmes indemnités que vous ayez 123% ou que vous ayez 48%. Alors moi, je ne suis pas comptable, hein, mais il faudra que vous nous expliquiez comment vous y arrivez. C'est simple. Je vais vous donner dans un instant. Je vais vous donner dans un instant ma fiche d'indemnité, comme ça, vous serez tous fixés et vous verrez que... Mais votre fiche de salaire ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse... Alors, arrêtez. Ce qui m'intéresse...
C'est que sur ça que porte la question, M. Palma. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les choses. Vous dites que 123% et 48%, c'est la même chose. Non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. La question qui vous avait été posée par l'opposition la dernière fois était la suivante. On voulait savoir quel était le montant. Fais-leur passer, puis me le ramène. Quel était le montant total des indemnités qui étaient versées aux élus municipaux dans la ville de Tarbes. Et si le montant total était le même que celui du mandat précédent, ou si ce montant total avait été modifié. Non, voilà. Monsieur Lagonel, on n'est pas à 4 800 €. On n'est pas à 4 800 €. Ça lui donnera des regrets comme ça. Ouais. Et alors, quel est le rapport par rapport Voilà ce que vous perdez, monsieur Lagonel. Voilà. Ça, c'est bon? Non. Bien. Alors, je suis farfelu? Non, allez, c'est bon. Ouais, bon, allez, le débat est terminé sur ce sujet. On passe au vote. Je demande à ceux qui désirent s'abstenir sur ce sujet de le manifester en levant la main. Ceux qui veulent voter contre le Oui, bon, on ne demande pas combien au Conseil général, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui veulent voter contre le manifester en levant la main. Vous êtes contre? Vous votez contre ou non? Non. Qu'est-ce que vous avez dit sur le Conseil général? Non, que ça ne m'intéresse pas de connaître les indemnités qui sont attribuées aux conseillers généraux. Moi, ça ne m'intéresse pas de connaître les indemnités qui sont attribuées aux conseillers régionaux. Et alors? Me demandez à votre ami Malvy. Oh my God. Allez, on passe au vote. Ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Merci. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Abstention, sauf 3 voix. Vous ne prenez pas part au vote? Écoute, on peut donner notre explication? Bien sûr, madame. Non, parce que je trouve que là, on est dans le caniveau, donc autant aller jusqu'au bout. Je trouve qu'on est dans le caniveau, donc de toute manière. Non, je crois qu'il y a un vrai problème qui a été soulevé là, et moi, je préfère le dépiéger. C'est qu'aujourd'hui, oui, quand on est élu, on a une indemnité, que ce soit au conseil général, au conseil régional. Un conseil régional, c'est 1 850 € par mois et 2 400 € quand on est vice-président. Il y a des élus qui reversent à leur parti, des élus qui ne reversent pas à leur parti. Par contre, dans tous les cas, il y a des élus qui, pour pouvoir exercer leur mandat, ont besoin de prendre sur leur temps de travail. Et c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on a une vie politique qui n'est pas démocratique. Et pour avoir des femmes, pour avoir des jeunes, pour avoir des gens issus des quartiers de l'immigration, eh bien, parfois, il faut donner de l'argent. Et donc, j'aimerais bien qu'on ressorte de ce débat avec l'idée que plutôt que pinailler pour savoir si Trémège est plus riche que Palmade ou le contraire, je crois que c'est Trémège qui est le plus riche, eh bien, ce qu'il faudrait... dans une république... Je vais peut-être travailler davantage. Non, mais écoutez, même en temps de crise, dans une république... Peut-être que vous avez pu travailler dans le privé, mais c'est un autre débat, monsieur le maire. Voilà. Mais en tout cas, chaque travail mérite salaire. Mais ceci dit, non, je voulais dire quand même que la question du statut de l'élu et la question de la démocratisation de la vie politique, c'est une question qu'on pourrait porter collectivement parce qu'elle est l'une des clés de l'abstention qu'on a eue au municipal et de la montée du FN. Donc si on pouvait retenir ça de ce soir, ça serait pas mal quand même. Je suis assez d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de dire. Quant au statut de l'élu, le statut de l'élu, c'est un débat qui doit se tenir au moins au Parlement et qui doit être proposé par le président de la République ou le Premier ministre. Il y a longtemps que ce débat aurait dû avoir lieu. En effet, Sarkozy l'a pas fait. Je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit. La preuve, nous, ici, mairie de Tarbes, nous avons des employés municipaux qui sont élus dans certaines communes et qui donc ont des heures qui leur sont allouées pour pouvoir exercer leur mandat local. Eh bien, considérant qu'effectivement, ils n'avaient pas à être pénalisés, nous avons décidé de maintenir leur salaire. Certains touchant plus des indemnités, eh bien, nous, on leur maintient le salaire. Vous voyez que donc, je suis assez d'accord avec vous pour permettre à tout le monde de pouvoir exercer des mandats d'élus locaux. Voilà. Bien, donc, nous passons maintenant au point suivant. Ça a été voté, ce coup-là. Le point suivant concerne le conseil d'exploitation de la halle Broban.
nous devons procéder à la désignation des organismes extérieurs et du directeur. Donc, vous le savez, il s'agit d'une régie dotée de l'autonomie financière pour gérer l'espace Broban. Cette régie est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et son président, ainsi qu'un directeur. Les statuts prévoient que le conseil d'exploitation est composé de 6 membres désignés par le conseil municipal, dont 4 représentants de la commune et 2 représentants d'organismes extérieurs. Lors du conseil du 7 avril, les délégués de la ville ont été désignés. Il convient à présent de désigner les 2 organismes extérieurs appelés à siéger au conseil d'exploitation par l'intermédiaire de leurs représentants. Il est donc proposé la désignation de l'Association des commerçants de la Halle Broban et de l'Office du commerce, de l'artisanat et des services de Tarbes, l'OCAST. Il est également proposé la désignation du directeur général adjoint chargé du pôle espace public et culture comme directeur de la régie détaché à temps partiel sur cette fonction. Est-il des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant concerne la commission consultative des services publics locaux. Là aussi, nous devons procéder à la désignation des associations qui siégeront avec les délégués de la ville qui ont été désignés le 7 avril dernier. Les associations suivantes ont été sollicitées et ont donné leur accord. Il s'agit de l'Association départementale pour l'information sur le logement, la DIL, l'Association Force ouvrière consommateurs, l'Union fédérale des consommateurs et l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF. Il est donc proposé au conseil municipal de nommer ces associations afin de siéger et de participer aux travaux de la commission consultative des services publics locaux. Pas d'opposition, pas d'abstention, à adopter. Le point suivant. Régie Tarbes Expo Congrès, désignation des délégués du conseil municipal et du directeur. Il s'agit d'une délibération rectificative, puisque, dont je vais reprendre l'exposé, dont la régie Tarbes Expo Pyrénées Congrès créée par la ville de Tarbes a pour objet la gestion et l'exploitation du parc des expositions de Tarbes. Le mandat des délégués du conseil municipal à la régie a expiré à la fin de l'Assemblée. Les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé de 8 membres désignés par le conseil municipal, dont 6 élus municipaux et 2 membres n'appartenant pas au conseil municipal. Dans la séance du conseil, par erreur, nous avons désigné les 8 membres élus. Il convient donc de procéder à une nouvelle désignation pour se mettre en conformité avec les statuts. Il est donc proposé de procéder aux désignations suivantes. Est-ce que d'abord vous souhaitez qu'il y ait un vote à bulletin secret? C'est obligatoire? Non? Est-ce que quelqu'un souhaite un vote à bulletin secret? Non? Bon, donc je vous propose de voter à main levée. Il est donc proposé de procéder aux désignations suivantes. Monsieur le maire, Madame Cassagne-Rodriguez, Madame Argounès, Madame Doubrère, Monsieur Forger, Monsieur Montama. Il est également proposé de désigner un représentant de l'Office de tourisme et un représentant de la foire des hobbies de Tarbes, de désigner le directeur général adjoint chargé du pôle ressources, solidarité, sport et jeunesse comme directeur de la régie, détaché à temps partiel sur cette fonction. Cette délibération annule et remplace la délibération du 7 avril dernier. Y a-t-il des questions? Monsieur Montama. Oui, c'est pas franchement une question, mais j'aimerais qu'on réaffirme certains principes qui nous ont amenés tout au long de cette histoire de l'ex-délégation de service public que nous avions confiée à la CCI, qui avait dans ses attributions la gestion du parc et surtout la construction d'un palais de congrès. On s'est déjà un petit peu interpellé communément sur ce sujet. Nous, l'opposition, nous avions, lors du précédent mandat, manifesté une réserve quant à la construction de ce palais des congrès, compte tenu des sommes qui sont mises en jeu. Pour rappel, 4,8 millions, si mes souvenirs sont bons, et sur le processus
sur le processus de mener à bien cette affaire, notamment et du permis de construire, a posteriori d'une remunicipalisation en régie, donc ce qui a été fait. Et je vous avais interrogé à l'époque sur le bien fondé de la décision qui était la vôtre, de dire on prend le dossier en bloc et c'est pas la peine de repartir de zéro, on a la possibilité de le faire, on va gagner du temps. Et donc vous m'avez envoyé consulter, parce que je vous avais parlé d'appel d'offres, et puis vous me dites mais non, il n'y a pas eu d'appel d'offres, allez vous-même voir le permis de construire, ce que je n'ai évidemment pas manqué de faire. Je suis donc allé au service de l'urbanisme, j'ai consulté ce permis de construire, et j'ai continué à avoir des interrogations, puisque une fois qu'on a repassé une gestion d'un tel bien en régie publique et en remunicipalisation, ma première interrogation était celle de me demander si on avait donc le droit de continuer un projet qui était encore au nom de M. François-Xavier Brunet, puisque c'est lui qui l'avait déposé, en tout bien, tout honneur, puisque c'était dans ses attributions, pendant sa délégation. Et au demeurant, c'est de voir qu'il y a déjà des attributaires qui sont mentionnés sur ce permis de construire, notamment l'architecte et puis 2 autres sociétés. Et donc je me disais, quelle a été la procédure d'appel d'offres, comment ces gens ont-ils été attributaires? J'ai d'ailleurs écrit un courrier à M. Brunet, en tant que directeur, qui ne m'a jamais répondu, mais bon, vous allez sûrement le faire ce soir. Alors je ne prétends pas que nous soyons dans l'illégalité. Ce que je fais remonter, c'est que on va être mis devant le fait accompli, après avoir remunicipalisé cette structure, de certains attributaires qui n'ont pas fait l'objet aucunement de débats démocratiques dans notre cité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous affirmer et pseudo-poser comme question. Montama, les questions sont pertinentes et intéressantes. Monsieur Brunet peut-être apportera quelques précisions, mais à partir du moment, d'abord que je vous dise, dans le montage initial, nous n'avions pas l'intention de remunicipaliser, comme vous dites. Ni l'exploitation du parc Expo, ni la construction du centre de congrès. Vous le savez très bien. Nous avons donc, M. Brunet ayant démissionné, renégocié avec la CCI la sortie de la CCI pour que la mairie puisse reprendre l'intégralité du projet au stade où il en était. Au stade où il en était. Il se trouve qu'il en était au stade du dépôt de permis de construire, qu'il avait été déposé. Et donc, nous avons repris le dossier dans l'état où il était. Point final. Ceci étant, je vais vous faire une confidence. Dans le contexte économique et financier actuel, où on ne connaît pas les dotations que l'État nous attribuera dans les prochaines années, je constate simplement que sur la seule année 2014, sur la DGF, nous allons perdre près de 500 000 €. Alors qu'aujourd'hui, les ponctions sur les collectivités locales sont de 3,5 milliards. On nous annonce des ponctions sur les collectivités locales de 11 milliards. 11 milliards d'euros. Moi, je calcule et je dis, si avec 3,5 milliards de ponctions, ça nous fait perdre près de 500 000 €, avec 11 milliards, on perdra 1,5 million d'euros. Je suis désolé, mais si tel est le cas, cela remettra en cause l'ensemble de notre plan pluriannuel d'investissement. On ne travaille pas comme ça à la légère. Nous avons prévu, d'ailleurs si ça vous intéresse, vous lisez le projet que nous avons présenté au Tarbes et vous verrez dedans le programme d'investissement qui est inscrit pour les 6 années qui viennent. Mais il est évident que si on perd 1,5 million d'euros de recettes de fonctionnement, ça va remettre en cause les priorités en matière d'investissement. Et donc, à l'heure où je vous parle, je pense que la construction du centre de congrès sera retardée. J'attends d'y voir plus clair. Et ce, d'autant plus que on avait un engagement de 4,9 millions avec des ressources du conseil régional, 800 000 €, du conseil général, 400 000 €, de la CCI, 500 000 €. Merci quand même pour l'intention. Et donc 1,9 million et que nous devions emprunter 3 millions. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur le dossier
Et il nous a semblé que si on réalise le centre de congrès, il faut dans le même temps revoir tous les aménagements autour du parc d'exposition, tous les aménagements, pour qu'il y ait une cohérence. Et bien évidemment, cela grève considérablement les coûts. Dans ce contexte-là, pour l'instant, c'est en stand-by. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Madame Vieux. Non, moi je voudrais compléter ce qu'a dit Dominique. D'une part, je suis comme vous, j'ai écouté la déclaration de Manuel Valls, ça avait un impact sur les budgets 2015, sur les collectivités. Je n'épilogue pas. Et d'autre part, comment mais non, mais vous pouvez épiloguer si vous voulez. Je ne pense pas qu'on relancera l'emploi et la croissance en réduisant les dépenses publiques et notamment en impactant directement les collectivités qui sont principales sources d'investissement pour l'emploi local. Voilà. Donc, voilà ma position, vous la connaissez et je l'ai multiple fois exprimée ici. Je pense également, et c'est ce que j'allais vous demander, que ce palais des congrès, j'ai vu vos engagements de campagne, va coûter cher. Et je pense qu'avant de se lancer dans de tels travaux, il faudrait qu'on arrive à avoir collectivement un bilan sur l'impact que cela peut avoir sur l'économie locale, l'emploi induit et la vitalité de Tarbes, parce que je crois que c'est ce qui comptera dans le budget 2015, sachant que les besoins sociaux de la population, eux aussi, en temps de crise, vont augmenter. Et vous connaissez là aussi nos arbitrages politiques, ici, sur les bancs de l'opposition. Je partage totalement la première partie de votre propos. Et je ne suis pas insensible à la deuxième. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Montama? Une question complémentaire. Qu'est-ce que, de fait, le budget qui a été voté pour la régie en conseil municipal, qu'est-ce qu'il va devenir? Il y avait un investissement à hauteur d'1,2 million, je crois. Qu'on vote, tout ce qu'on vote en matière budgétaire, y compris l'intégralité du budget, ce sont des prévisions avec des ouvertures possibles de crédit si on concrétise les projets. Aujourd'hui, ben, si on commence les travaux, on peut disposer de cette enveloppe. Si on ne fait rien, eh ben, elle peut être utilisée à autre chose ou elle sera purement et simplement annulée, c'est tout. Mais dans le contexte actuel, ce que je viens de vous dire, moi je suis pour ce qui concerne les gros investissements coûteux, et qui veut dire que de temps en temps je vous écoute, Marie-Pierre Vieux. Vous disiez le réseau de chaleur, ça va coûter cher au Tarbais, etc. En réalité, c'est pas vrai, mais bon, peu importe. À partir du moment où je ne suis pas certain, que ça leur coûtera moins cher, parce que moi j'avais demandé des engagements clairs et précis, avec des réductions d'au moins 15% des coûts de consommation énergétique. Projet stoppé. Aujourd'hui, je viens d'évoquer le sujet, grâce à la politique du gouvernement qui va effectivement stopper l'investissement des collectivités locales. Nous, si on a 1,5 million d'euros de moins dans nos recettes de fonctionnement, ça veut dire que notre marge d'autofinancement va diminuer d'1,5 million d'euros et que donc, comme notre marge d'autofinancement finance à peu près à 50% notre investissement, ben ça veut dire qu'on ne réalisera pas 3 millions d'euros d'investissement. Voilà, vous avez tout compris. Bien, pas d'autres questions? Je soumets cette proposition à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Elle est adoptée. Je vous remercie. Nous passons à la commission des finances et nous allons procéder au vote des taux. Monsieur Brunet. Bien, merci Monsieur le maire. Considérant la notification des bases d'imposition pour les 3 taxes ménages, je rappelle que c'est la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, que vous avez sous les yeux, qui varient respectivement de plus 1,2%, plus 1,31% et moins 3,39%, mais c'est epsilonesque puisque les bases de la taxe foncière sur le non bâti s'élèvent à un peu plus de 80 000 euros, considérant également que le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget s'élève à 26 044 619 euros. Il est proposé au conseil municipal de ne pas modifier les taux d'imposition par rapport à ceux de 2013. J'ajoute à ce bref rapport, mais il n'est point besoin d'en dire plus, chacun a compris, que la commission des finances réunie le 14 avril dernier a émis un avis favorable sur cette proposition.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Alors moi, je voudrais dire un petit mot sur la fiscalité communale, la fiscalité locale. Depuis 2001, nous nous sommes efforcés de maintenir une évolution de la fiscalité locale la plus mesurée possible. De 2001 à aujourd'hui, le taux moyen de la fiscalité communale a augmenté de 1,23%, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'évolution de l'inflation. Chaque fois que nous l'avons pu, nous avons essayé de ne pas augmenter du tout les taux de la fiscalité de la commune. Vous noterez que pour l'année 2014, comme pour l'année 2013, nous maintenons ce taux de 0% d'augmentation. Je ne suis pas convaincu, contrairement à ce que certains ont annoncé, qu'il sera possible de maintenir une évolution de la fiscalité à taux zéro sur les 5 années qui viennent. Je n'en suis pas convaincu. Je vais revenir sur les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, diminution des dotations de l'État, augmentation de l'ordre entre 450 et 500 000 euros de la charge liée à l'instauration des rythmes scolaires, et puis d'autres dépenses, bien évidemment, notamment en matière sociale, où là, Marie-Pierre Vieux n'a pas tort, nous voyons exploser aujourd'hui les demandes d'aide facultative. Nous répondons à toutes les demandes. Ça veut dire qu'il faut qu'on augmente les crédits, et nous le faisons. Tout cela fait que nous allons connaître des années difficiles, où il faudra réduire de façon drastique l'investissement. Dans le même temps, il faudra serrer les dépenses de fonctionnement, ce que nous faisons depuis plus d'1 an, puisque chaque fois que nous le pouvons, nous ne remplaçons pas des départs en retraite, que nous avons gelé les budgets de fonctionnement de nos services, et non seulement gelé, mais avec un objectif moins 10%, depuis 2 ans, c'est 2 ou 3 ans même. 3e année cette année. 3e année cette année. Donc nous sommes conscients des difficultés que nous traversons. Maintenant, vous ne l'ignorez pas, il y a dans les tuyaux une réforme annoncée de la fiscalité locale, et notamment des impôts locaux, puisque il est prévu aujourd'hui, mais bon, tant que ce n'est pas voté, ce n'est pas applicable, mais c'est prévu. Il est prévu de revenir sur les valeurs locatives cadastrales qui remontent à 1970. Donc il est prévu une réactualisation des valeurs locatives. Ça, c'est une première solution. Il est prévu une deuxième solution, c'est l'imposition aux impôts locaux et notamment la taxe d'habitation, non plus en fonction de la valeur locative, mais en fonction des revenus des contribuables concernés. Et peut-être d'ailleurs une solution qui sera mixte avec ces deux solutions. Il est évident que si cela est mis en œuvre, aura des conséquences extrêmement importantes sur une partie des Tarbaises et des Tarbais, notamment des cadres, des professions qui se situeront dans une moyenne de revenus par ménage entre 2 000 et 4 000 euros. Il y aura des conséquences terribles en matière d'augmentation d'impôts locaux. Et peut-être, parallèlement, il y aura des diminutions pour les personnes qui ont des revenus plus faibles. Ce qui va plutôt dans le bon sens, à cet égard en tout cas. Nous ne savons pas, car il n'y a aucune simulation pour l'instant, en tout cas, qui nous concerne, ce que donneront demain les ressources fiscales en fonction de l'application de ces réformes. Et il est très possible, très vraisemblable même, que si les valeurs locatives augmentent de façon spectaculaire, nous soyons appelés à diminuer les taux. Ce n'est pas impossible. Tout dépendra de l'équilibre
entre les ressources liées à l'application de ces réformes et les besoins de la mairie de Tarbes pour faire face à ces engagements dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, bien fort celui qui pourra dire pendant les 5 années qui viennent, on fera fiscalité zéro, peut-être qu'on fera fiscalité négative, peut-être que si on veut maintenir un certain niveau d'investissement et si la compensation entre les augmentations de certains ménages et les diminutions des autres assure un revenu équilibré, peut-être que nous serons amenés à prévoir quelques augmentations si on veut continuer à donner du travail aux entreprises de notre agglomération et donc aux salariés de ces entreprises. Voilà la véritable problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Donc personne ne peut dire ce qui se passera demain tant que ne sera pas voté par le Parlement la réforme de la fiscalité locale envisagée et nous verrons à ce moment-là ce qu'il y aura lieu de faire, nous le déciderons ensemble. Bien. Je soumets la proposition de Monsieur le Président de la Commission des Finances à votre approbation. Quels sont ceux qui désirent s'abstenir? Voter contre? Parfait. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, Monsieur Larrazabal. Merci, Monsieur le maire. Depuis le vote du budget primitif 2014, diverses demandes de subventions ont été reçues et soumises à examen. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, commande publique et politique contractuelle du 14 avril 2014, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer des subventions exceptionnelles suivant le tableau annexé en tant que subventions de fonctionnement affectées à une manifestation ou à un projet particulier et d'inscrire les crédits correspondants dans la décision modificative numéro 2 du budget principal 2014. Monsieur Montama, voulez-vous que je vous réponde avant que vous posiez la question? Pas de réponse. Non, je peux vous répondre avant que vous posiez la question, mais allez-y quand même. Non, une interrogation. Je n'ai pas souvenir, mais c'est peut-être une erreur de ma part, qu'apparaissait au budget primitif 2014 l'attelage pyrénéen. Ça vient de voir le jour, c'était pas au budget primitif. Alors comme il est stipulé dans l'objet régularisation d'aide financière, on régularise quoi? Je pensais que vous alliez me poser une question sur le TGB, vous voyez, j'ai mauvais esprit, vraiment. Ouais, je trouve aussi. J'ai vraiment mauvais esprit. Excusez-moi de vous prêter de telles intentions. Je réponds. Il y a deux associations. Une qui s'appelle Attelage Pyrénéen et l'autre qui s'appelle Attelage des Pyrénées. C'est ça, Michel? Nous avons voté dans notre budget, vous avez bonne mémoire, une subvention de 7 000 €. Et cette subvention a, c'est ça, hein, 5 000 et 2 000. Il y avait une demande de 5 000 et 2 000. Donc nous avons voté les 5 000 et les 2 000. Et nos services ont réglé les 7 000 € à une des deux associations. La deuxième, celle qui devait avoir 2 000 et ne voyant rien venir, nous interpelle. On dit, comment se fait-il que je n'ai pas eu les 2 000? Et là on dit, ah, bah, attendez, et là on s'aperçoit que c'est l'autre qui l'a touché. On dit à l'autre, vous devez reverser 2 000 à l'autre association. Et ils nous disent, désolé, mais on les a plus, on les a dépensés. Donc, voilà une régularisation qui nous coûte 2 000 € de plus. Vous avez l'explication. Je pense d'ailleurs, là c'est moi qui vais être mauvaise langue, je pense que l'idée d'avoir deux associations avec une dénomination aussi proche n'est peut-être pas le fruit du seul hasard. Madame Vieux. Oui, c'est moi sur le TGB. Non, voilà, non, c'est quand même important, 35 000 €. Donc d'une part, je voudrais savoir, même si c'est une Coupe d'Europe, bon, à quoi ils vont être utilisés véritablement. Et d'autre part, comme c'est le cas quand on finance des clubs de haut niveau professionnels, j'aimerais bien qu'il y ait des contreparties, notamment sur le fait que les sportives de haut niveau puissent participer à des activités avec les jeunes dans des quartiers, des pratiques d'éducation populaire et autres pour faire en sorte qu'il y ait un cercle vertueux, dirons-nous.
Bonne remarque. Alors, que je précise tout de suite qu'en effet, comme vous l'avez souligné, c'est une subvention complémentaire que nous versions chaque année quand le TGB était qualifié en Coupe d'Europe. Sauf que cette année, nous ne l'avons pas voté. On a voté là, avec le budget, nous avons voté la subvention normale. Le TGB nous a interpellés en disant « la saison arrive à son terme, voilà nos comptes, voilà ce qu'on a dépensé pour tous nos voyages en Coupe d'Europe, en Turquie, en Hongrie, enfin, etc. » Chaque année, la ville nous accompagnait pour ces dépenses exceptionnelles. Est-ce que vous pouvez rattraper ce qui n'a pas été fait avec le vote du budget? Donc, voilà la raison. Les contreparties, je veux dire qu'avec le TGB, on en a eu quelques-unes, puisqu'en 2010, le club a été champion de France. Il faut le reconnaître que cette année, il a vécu une saison particulièrement difficile. Et je crains, voyez-vous, que dans l'avenir, ce soit de plus en plus compliqué pour certains de nos clubs, notamment les clubs de basket féminin professionnel, parce que de grandes villes se sont engagées sur ce terrain avec des budgets considérables, 3-4 fois supérieurs au budget du TGB. C'est Nantes, Montpellier, la communauté de Lille, Valenciennes, enfin, etc. Et donc, aujourd'hui, le TGB devait avoir, il y a quelques années, en 2010, quand ils ont été champions de France, un budget qui devait se trouver dans les 8 ou 10 premiers budgets de l'ensemble des clubs de la Ligue professionnelle féminine. Et aujourd'hui, ils sont plutôt avec leur budget en fin de peloton. Le problème, c'est que nous ne pourrons pas suivre. Et j'en profite pour dire en même temps aux autres clubs, qu'il s'agisse du TPR, du TPF, du club de basket des garçons, qui en quelques années a réalisé des prouesses incroyables, et cette année encore, alors qu'elle est ils sont en national, rencontre des succès particulièrement remarquables. Nous sommes obligés de leur dire à tous que face au retrait des sponsors privés, c'est-à-dire des entreprises privées qui ont diminué leur budget, sponsoring, communication, partenariat, face à la diminution de ces sponsorings, et je parle sous le contrôle de Francis Touillat, qui suit tout cela de près, nous ne pourrons pas, les collectivités, qu'il s'agisse de la région, du département ou de la commune, ou même de la communauté d'agglomération, nous substituer à ces carences des partenariats publics, privés, je veux dire. Ce qui pose aujourd'hui, me semble-t-il, dans le pays, le vrai problème du financement des clubs professionnels en général. En général. Et je crois que là aussi, il serait bon qu'il y ait un débat au Parlement, quand on voit que dans certains pays, pour aider les clubs professionnels, il n'y a pas de fiscalité où il y a des exonérations de charges sociales, etc. Alors qu'ici, non seulement il y a une fiscalité à taux plein, des charges sociales à taux plein, mais en plus, il y a des contrôles fiscaux qui viennent par derrière, avec souvent des redressements. À cet égard, je salue le TGB qui vient depuis quelques mois d'avoir un contrôle fiscal qui s'est soldé par 0 € de redressement, ce qui veut dire que c'est quand même bien géré. Donc voilà la véritable problématique. Ensuite, Marie-Pierre Vieux, pour ce qui concerne le TGB, comme le TPR, développe sur le terrain, en direction des jeunes publics, des actions dans le cadre d'une contractualisation avec le GIP CUX dans le cadre de la politique de la ville. Tu veux dire quelque chose à cet égard? Non? Pas d'autres questions? Je soumets donc cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Elle est adoptée. Merci beaucoup. Le point suivant, Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit des modalités de vote du budget. En vertu de l'article L. 2312-3 du Code général des collectivités territoriales, le budget est présenté soit par nature, soit par fonction.
Les budgets principaux votés par la précédente mandature et mandature antérieure l'ont été par fonction, y compris pour le budget primitif 2014 avec une présentation croisée par nature. Or, ce fonctionnement est complexe en gestion courante et s'écarte partiellement de la logique comptable. Par ailleurs, la quasi-totalité des grandes villes optent pour un vote du budget par nature, car il revêt une meilleure souplesse et une meilleure cohérence dans l'allocation des crédits, sans pour autant sacrifier la présentation croisée analytique par fonction. Ainsi, sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et Politique contractuelle du 14 avril 2014, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer comme suit à l'occasion du renouvellement de mandat. Les budgets principaux et annexes de la ville de Tarbes seront votés par nature et par chapitre pour la durée de la mandature à compter des budgets primitifs 2015, qui constitueront les premiers exercices budgétaires complets à être votés par la nouvelle municipalité. La présentation croisée se fera par fonction. Les décisions modificatives du budget principal et primitif 2014 votées par la municipalité précédente continueront à être votées par fonction. Les budgets annexes continueront à être votés par nature pour les modifications de l'exercice. Merci Madame. Pas de remarques particulières? Pas d'opposition? Opposition adoptée. Le point suivant, la DM1, Monsieur Brunet sur l'espace Brovan. Non, pardon, sur le budget principal. La DM2, excusez-moi, j'ai en avance. Merci Monsieur le maire. Bien, par rapport au budget primitif 2014 tel qu'il a été adopté, des ajustements sont apparus nécessaires pour notre budget principal. Ces inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 355 071,69 €, se répartissent comme suit. 107 540,33 € relatives à la section d'investissement et 247 531,36 € relatives à la section de fonctionnement. Je vous invite à regarder le détail que vous avez en page suivante. Vous verrez s'agissant de la section d'investissement, en termes de recettes, il s'agit d'inscrire le retour de participation en termes de boni de liquidation de la SEM Parc Expo à hauteur de 12 208 €. Nous aurons à en connaître et à en délibérer ultérieurement au cours de ce conseil municipal avec un virement de la section de fonctionnement de 95 332,33 €. S'agissant des dépenses, vous observez des ajustements de crédits concernant essentiellement la fourrière animale pour 96 000 € et les crédits nouveaux, donc participation complémentaire à la régie Parc Expo, donc à hauteur du montant de boni de liquidation perçu au titre de la liquidation de la SEM Parc Expo. S'agissant de la section de fonctionnement, au terme de recettes, nous avons un ajustement du produit de fiscalité des concours financiers de l'État à hauteur de un peu plus de 200 000 €, 201 031,36 €, et des crédits nouveaux reçus du FISAC au titre de l'OMPCA pour 46 500 €. En matière de dépenses de fonctionnement, les ajustements de crédit portent sur un montant de 65 899,03 €, avec, vous voyez, des dépenses en matière de maintenance, de location immobilière et de titres annulés sur des exercices antérieurs au titre de régularisation, comme nous le faisons régulièrement. Crédit nouveau, 48 300 €. Contribution sur les papiers, redevances et cofolios, mais surtout reversement de la subvention de l'OMPCA, 46 500 €, notamment aux communes voisines. Subvention exceptionnelle, nous venons d'en débattre à l'instant, et puis nous observons un virement à la section d'investissement que j'évoquais un peu plus haut. Voilà, la commission des finances a examiné cette proposition de décision modificative numéro 2 au budget principal 2014 lors de sa séance du 14 avril. Et il est proposé au conseil municipal d'approuver celle-ci, arrêtée en recettes et dépenses, je le rappelle, à la somme de 355 071,69 €. Voilà, merci Monsieur le Président. Y a-t-il des questions sur cette DM2? Pas de questions? Je la soumets à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifestent en levant la main. Monsieur, ceux qui désirent voter contre, je repose la question. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifestent en levant la main. Ah bon? 3. Ceux qui veulent voter contre, personne. Ceux qui veulent voter pour, le manifestent en levant la main. Et les autres alors? Donc le Parti socialiste ne prend pas part au vote? Monsieur Lagonel non plus? Vous ne prenez pas part au vote? C'est ni abstention.
Ah non, mais je pose la question. Je ne vous ai pas vu lever la main. Je repose la question. Ceux qui veulent voter pour le manifeste en levant la main. Merci. Donc, M. Lagonel et Mme Ancien votent pour. Ceux qui désirent s'abstenir, je l'ai vu, le groupe Front de Gauche. Et les autres, vous faites quoi? Bon, vous confirmez. Vous ne prenez pas part au vote. Je vous remercie, M. Palmade. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Mme Cassane Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Budget annexe Espace Broban 2014, décision modificative numéro 1. Par rapport au budget primitif 2014, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe de l'Espace Broban. Ces inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement, recettes et dépenses, à la somme de 6 580 €. Ces différents mouvements retracés dans le document si annexé peuvent se résumer ainsi. Investissement sans modification, fonctionnement avec des recettes qui sont des ajustements de crédit de 6 580 €, des dépenses avec des crédits nouveaux de 6 580 €. Après avis favorable de la commission finances du 14 avril 2014, il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe Espace Broban 2014, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 6 580 €. Y a-t-il des questions? Même vote? M. Palmade? Même vote, M. Montoya? M. Lagonel, même vote? Bien, donc M. Lagonel, Mme Ancien vote pour. Le groupe socialiste ne prend pas part au vote et le Front de Gauche s'abstient. Le point suivant, proposition adoptée.